Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Salon du Livre et de la Presse de Seine-Saint-Denis. Il est 16h45, nous allons commencer le webinaire du réel à la fiction. Je vais laisser la parole à Stéphanie Trouillard, qui est journaliste, scénariste et Rémédium, Christophe Tardieu, qui est auteur, ainsi qu'à Marie Moinard. Vous pouvez poser vos questions sur le chat Q&A. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Salon du Livre et de la Presse de Seine-Saint-Denis. Il est 16h45, nous allons commencer le webinaire du réel à la fiction. Je vais laisser la parole à Stéphanie Trouillard, qui est journaliste, scénariste et Rémédium, Christophe Tardieu, qui est auteur, ainsi qu'à Marie Moinard. Vous pouvez commencer. Réactivez vos micros. Voilà, commencer. Il faut que vous réactiviez vos micros. Bonjour Christophe, bonjour Rémédium et Bonjour. Stéphanie Trouillard. Alors on est sur le salon du livre et de la jeunesse de Montreuil en virtuel et on va faire une présentation de nos bandes dessinées avec pour sujet principal du réel à la fiction. Alors Rémédium, il faudrait commencer par toi. Déjà, on est un peu curieux de savoir d'où vient ton pseudo. Alors moi, mon pseudo vient du fait que je considère la création artistique comme un remède, à la peur, à la crainte, et c'est quelque chose qui me fait avancer, c'est une catharsis. Donc c'est quelque chose qui soigne, qui ne guérit pas, mais qui permet de faire avancer, de mettre en place ses idées. Voilà, donc c'est de là que m'est venue l'idée d'utiliser ce pseudo. Oui, et donc j'imagine que c'est aussi ce qui permet de t'avoir inspiré, en tout cas pour les questions que tu traites en album jeunesse et en bande dessinée. Donc pour te présenter, tu es auteur de bande dessinée ado-adulte et aussi d'album jeunesse et tu es aussi instituteur. Et tu travailles donc pour l'instant avec des enfants de quel niveau? De CM2. Voilà, donc CM2. Et donc, tu as publié chez Desrondes dans Loup cet album L'arbre à palabre, voilà, qui vient juste de sortir et qui traite d'une question cruciale en ce moment. Donc, c'est une fiction, mais ça va traiter d'un sujet très actuel en ce moment. C'est la liberté d'expression. Et moi, ce que j'aimerais bien que tu nous expliques, c'est d'où t'est venue cette envie, d'où te vient l'élan pour pouvoir aborder cette question pour tous, pour s'adresser à tout le monde, mais aussi principalement avec les enfants. C'est un sujet qui forcément prend toute sa place auprès des enfants. C'est là où tout se construit, c'est là où tout se décide et où tout se fait. Donc, sans vouloir être nécessairement formateur, je pense toujours que les bandes dessinées, les livres pour enfants qu'on peut faire sont toujours prescriptrices et peuvent permettre d'alimenter des débats et de faire comprendre aux enfants tout un tas de choses. Et concernant la liberté d'expression, on est en plein dedans. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur ce sujet-là depuis plusieurs années maintenant. Il y a tout un tas de débats dans la société qui sont parfois difficilement compréhensibles et perceptibles par les enfants. Et donc, je voulais traiter cette thématique-là en la détachant un petit peu de notre actualité à nous, qui est parfois un petit peu sordide, et parce que quand on parle de la liberté d'expression en France, c'est souvent sous un jour triste, comme récemment avec la mort de Samuel Paty. Donc l'idée, voilà, c'était là, je te coupe, on est vraiment dans une question très, très, très actuelle. Et donc, j'imagine que les enfants en parlent à l'école. C'est exactement ça, oui. C'est un sujet qui est prégnant, qui est là, qui est très présent. Et les enfants ont une envie et une soif d'en parler sans nécessairement toujours pouvoir trouver les mots et pouvoir exprimer leurs ressentis, que ce soit un ressenti de leurs émotions, de leurs sentiments par rapport à des problématiques très graves, ou que ce soit par rapport à ce qu'on peut faire, ne pas faire, ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire dans une société, dans la nôtre. Et du coup, voilà, ce livre voulait
assez modestement aborder ces sujets-là, encore une fois, en s'éloignant un petit peu de notre monde à nous, parce que ça se passe dans un village africain, mais l'idée, c'était justement de créer un lien, un pont, et de montrer que c'est une thématique universelle. Oui, alors donc tu pars d'un village africain, et donc l'arbre à palabre, en fait, c'est un conte ou une fable. Ça raconte quoi exactement? Alors, ça parle d'un arbre, d'un baobab qui a plus de 800 ans et qui a été planté dans un désert de l'Empire mandingue au Mali, et qui a vu un village se construire tout autour de lui. Et donc, l'arbre est le narrateur de l'histoire. Il raconte comment les hommes se sont installés, comment il entretient des relations avec eux, comment lui-même est devenu un symbole. Il est devenu l'arbre à palabre, c'est-à-dire l'arbre sous lequel les villageois se réunissent pour prendre les grandes décisions, pour éduquer les enfants, pour discuter le soir et passer le temps. Et il est devenu du coup le symbole de la liberté d'expression dans ce village. Et un beau jour, des soldats dont on ne sait pas trop l'origine et ce qu'ils viennent exactement faire là, investissent le village et veulent faire taire forcément la contestation et la liberté d'expression. Et du coup, ils s'en prennent en premier lieu à cet arbre qui pour eux représente tout ce qu'ils détestent. Est-ce que tu as réfléchi quand tu as écrit ton histoire, est-ce que tu as réfléchi à une fin optimiste, ou véritablement c'est trop difficile? C'est un peu compliqué. En fait, l'histoire, c'est écrite d'elle-même finalement. C'est-à-dire qu'il y a eu, quand je l'ai créée, j'ai écrit d'une manière un petit peu automatique comme ça. Et la conclusion de l'histoire, que je ne vais pas forcément révéler, mais enfin, la fin de l'histoire finalement se dessine d'elle-même au travers de la symbolique. C'est-à-dire que l'idée, c'était aussi de montrer que le symbole est plus fort que la méchanceté et la violence humaine, et que cet arbre finalement qu'on veut détruire reste malgré tout un symbole indestructible, et qu'on ne peut pas tuer ce genre d'idée. Et alors du coup, on a la chance d'avoir le partenariat d'Amnesty International, ça te semblait évident? Oui, c'est forcément une thématique qui peut leur parler, surtout dans la période actuelle. Je pense qu'Amnesty International fait un gros travail autour de ces thématiques-là, et plus généralement autour des droits et des devoirs sociaux engagés, et puis de toutes les injustices qu'il peut y avoir dans le monde. Donc oui, c'était une forme d'évidence quelque part. Et est-ce que tu recommanderais cet album aux adultes aussi? Je pense qu'il peut être lisible, oui, par les adultes. J'ai déjà eu des retours assez sympas d'adultes qui s'y retrouvent, ne serait-ce que par l'histoire en elle-même, mais aussi parce que ça peut offrir quelque part un outil pour en parler avec ses propres enfants aussi. Ça, on peut le lire, s'appuyer dessus pour évoquer le sujet avec ses enfants quand on ne sait pas trop comment évoquer des problématiques comme ça un petit peu difficiles. Donc oui, pourquoi pas. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Rien de spécial, mis à part que ça a été un grand plaisir de faire ce livre, de le faire chez Deron, et Tu qu'on as mis espère. combien de temps pour écrire cette histoire? Parce que c'est quand même difficile. En plus, il faut quand même aussi signaler au public que tu as écrit en vers, et Oui. tu avais une intention particulière justement aussi pour les lecteurs et puis aussi pour la classe, de travailler tes vers. Donc ça, éventuellement, tu peux l'expliquer. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a, en fait, la narration est construite en alexandrin à rime brisée. Alors, c'est pas quelque chose qui transparaît forcément à première vue, mais disons, on peut effectivement s'appuyer là-dessus. Je voulais offrir à l'arbre une espèce de mélodie qui est comme ça une scansion qui peut rappeler aussi les contes africains qu'on entend parfois. Donc, je voulais qu'il y ait une espèce de cadence comme ça dans la manière de parler de cet arbre, et puis que ça offre un outil encore davantage intéressant pour les classes. Eh bien, écoute, merci Christophe. Et je vais demander maintenant à Stéphanie Trouillard, puisque donc l'album de BD que tu as scénarisé, c'est Si je reviens un jour, les lettres publiées, les lettres
retrouver de Louise Pikowski. Donc, voici la couverture. C'est la même chose, c'est un petit peu, ça part de faits réels. Enfin, c'est vraiment l'histoire d'une jeune fille qui a bien existé, dont on a retrouvé ses lettres. Et toi, en tant que journaliste, tu fais réaliser une enquête pour France 24 qui t'a conduite à faire un web documentaire et multiprimé d'ailleurs. Ça a été un vrai succès. Est-ce que tu peux nous expliquer qui est Louise Pikowski? Alors en fait, il y a 4 ans, j'ai été contactée par un lycée parisien qui s'appelle le lycée La Fontaine et qui se trouve dans le 16e arrondissement, parce qu'une prof du lycée avait retrouvé par hasard, en rangeant tout simplement une salle de classe, dans une vieille armoire, elle avait retrouvé des lettres. Elle s'est rendue compte que ces lettres avaient été écrites pendant la guerre par une ancienne élève de l'époque qui s'appelait Louise Pikowski et qui a malheureusement été déportée à Auschwitz et dont elle n'est pas revenue, où elle a été assassinée. Et en fait, ces professeurs ont appris que je travaillais sur la Seconde Guerre mondiale, que je faisais des recherches sur cette période. Et donc, ils m'ont demandé de les aider à retracer son parcours, à savoir qui elle était, pourquoi il y avait eu ces lettres. En fait, c'était un échange, une correspondance avec l'une de ses professeurs pendant la guerre. Et donc, on a retracé cette enquête et l'histoire de cette jeune fille et de sa famille dans un web documentaire qui est sorti en 2017 sur France 24. Et à l'issue de la sortie de ce documentaire qui a bien marché, on m'a proposé d'en faire un livre et j'ai finalement opté pour la bande dessinée parce que le web documentaire était déjà assez écrit. Et je me suis dit que c'était peut-être intéressant de présenter l'histoire de cette jeune fille sous une autre forme. Et je savais que les enseignants utilisent beaucoup la bande dessinée pour étudier l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc, je me suis dit, pourquoi pas la BD? Puis moi, j'aime beaucoup aussi les BD. Et donc, j'ai contacté Déron dans l'eau et Marie pour lui proposer ce projet. Et on a été ravis de t'accueillir et on a beaucoup aimé travailler sur ce livre qui, il faut le reconnaître, est sorti avec une malchance inouïe puisqu'il est sorti en librairie le 11 mars, la veille du premier confinement. Mais malgré tout, c'est un livre qu'on a réussi à faire vivre doucement et qui a réussi à atteindre beaucoup de jeunes scolaires, parce que finalement, au même titre que L'Arbre à Palabre, cet album s'adresse aussi beaucoup aux scolaires et aux enseignants. Et d'ailleurs, tu as eu des retours pendant le premier confinement sur les gens qui ont eu le temps de le trouver, de jeunes enfants, et on pouvait imaginer que cet album s'adressait aux ados, aux grands ados même. Et finalement, non, toi, tu as eu des réactions d'enfants beaucoup plus jeunes. Oui, c'est vrai qu'on était parti plutôt pour un public que la BD s'adresse plutôt à des troisièmes, puisque c'est l'enseignement de la Shoah se fait au cours de la classe de troisième, donc on était plus sur des 14-15 ans. Et finalement, les personnes qui avaient pu se procurer la BD pendant le confinement, j'ai eu des retours de parents d'enfants de 10 ans, 10-12 ans. Et on s'est même aperçu que c'était même peut-être plus la cible finalement que les collégiens. Il y avait quelque chose qui se passait, peut-être aussi parce qu'on a choisi le thème est grave et lourd, et de tout ce que j'avais vu sur les bandes dessinées sur la Shoah, c'était souvent en noir et blanc, très sombre, des BD plutôt adultes et assez violentes, puisque le sujet est violent. Et donc, nous, on est parti sur quelque chose d'assez différent. Voilà. Est-ce que tu vois la planche là que j'ai? Non, on voit pas du tout les planches. Par contre, on est resté sur l'arbre à palabre. Oui, alors je dois avoir un petit souci sur le partage d'images. Donc, c'est pas grave. Attends, j'ai montré la couverture et hop, d'accord. Alors voilà, la couverture, c'est bon là? Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, on est parti sur un dessin assez simple et plutôt coloré pour pas qu'il y ait un effet rebutant pour les plus jeunes. Et moi, je voulais aussi, dans l'idée, en fait, les lettres de cette jeune fille sont pleines de vie, d'intelligence, et je voulais que ce soit lumineux comme ce qu'elle représentait. Donc, avec le dessinateur Thibault Lambert, on en a discuté et on est parti sur un dessin assez simple, un peu enfantin, mais très coloré. Et finalement, ça fonctionne avec les plus jeunes, autour d'une dizaine d'années. Et aussi le fait qu'on ne montre pas Auschwitz, ça s'arrête au moment où Louise écrit sa dernière lettre. Donc, il n'y a pas de scène violente aussi, et que ça peut être adapté. Bien sûr, à partir de 10 ans, il faut que ce soit accompagné d'une lecture avec les parents pour expliquer quand même le contexte et la Shoah et tout ce qui fait sa spécificité. Mais voilà, je pense que dès une dizaine d'années, c'est un livre qui peut être accessible pour amorcer une discussion et aller après vers autre chose sur cette période.
Oui, et puis alors en plus, les jeunes peuvent s'identifier facilement à Louise. Donc j'ai malheureusement perdu sa photo en cours de route. Alors, je vais vous montrer plutôt la photo de classe. Donc Louise est au premier rang et c'est la deuxième à droite avec un très beau sourire. Et c'est vrai que quand on est à l'école, voilà, là on peut facilement s'identifier. Oui, c'est ça, quand on voit les salons qu'on a pu faire avant le deuxième confinement, on a vu que ça fonctionnait bien avec les jeunes filles d'une dizaine d'années. Il y avait quelque chose qui se passait rien qu'en voyant la couverture, les dessins, effectivement, une espèce d'identification. Et quand Louise a écrit ses lettres, elle avait 14 ans. Donc voilà, il y a quelque chose qui se passe à travers son personnage et à travers cette jeune fille. Peut-être aussi parce que justement, c'est une histoire vraie aussi et que ça les touche d'autant plus. C'est pas une histoire, ça pourrait être n'importe quelle histoire, mais c'est une jeune fille qui a vraiment existé et c'est son histoire qu'on raconte dans cette bande dessinée. Oui, voilà. Alors donc, par rapport à la bande dessinée et la différence qu'il peut y avoir avec la situation réelle, tu as dû ajouter forcément des choses. Tu n'étais pas dans le salon des Pikovski donc tu as forcément trouvé des choses. Donc comment tu as fait pour être au plus près possible et de pas t'éloigner de la réalité, mais malgré tout, on est quand même dans une petite fiction. Voilà, c'est ça qui a été difficile pour moi parce que moi je suis journaliste de profession. Donc dans ce que j'écris, je pars de faits réels, de témoignages que j'ai recueillis, de documents. Donc je m'éloigne jamais, je pars pas du tout dans la fiction. C'est le principe, le but de mon travail. Donc là, c'est vrai que c'était pour réaliser cette bande dessinée, j'ai dû débrancher un petit peu mon cerveau de journaliste pour aller un peu plus vers la fiction, puisque comme tu le disais, j'étais pas là au cours de leur repas ou dans l'intimité de cette famille, même si j'ai fait toute une enquête pour savoir comment ils vivaient à l'époque et qu'on avait les écrits de Louise. Il y a bien entendu des dialogues que j'ai dû inventer. Donc ça, c'était un peu difficile parce qu'il fallait que je me laisse cette liberté, mais au final j'y ai pris beaucoup de plaisir aussi parce que ça me changeait de mon travail. Mais je suis quand même restée au plus près de ce qui s'était passé. Les anecdotes que je mets dans la BD, c'est des anecdotes que des proches de la famille ou des amis de Louise m'ont raconté. Et ça m'a aidé à créer cette histoire. Donc je ne me suis pas tant éloignée que ça et je n'ai pas pris énormément de liberté sur ce qui a pu arriver à cette famille et à cette jeune fille. Voilà, donc il fallait trouver le bon compromis entre la stricte vérité et un tout petit peu plus de fiction. Et alors, du coup, tu peux peut-être expliquer au public comment tu as fait pour passer de ton web documentaire à ces planches de bande dessinée, l'échange avec le dessinateur, comment ça s'est fait? Alors, le web documentaire est plus, le déroulé, c'est plus l'enquête, en fait. Donc, on apprend à travers moi et à travers la professeure avec qui j'ai travaillé pour retracer le parcours de Louise, comment on va vers les témoins, comment on collecte des témoignages, comment on trouve des archives, voilà, comment ce qu'on apprend petit à petit sur Louise. Alors que la bande dessinée, on est vraiment resté sur l'histoire de Louise et de Mademoiselle Malingret. Moi, je ne suis pas du tout inclus là-dedans, ni la professeure. On est vraiment sur, ça se passe pendant la guerre, on est vraiment sur l'histoire de ces deux femmes. Et donc, dans un premier temps, moi, j'avais fait un scénario, un synopsis voilà, de cette histoire et que j'ai transmise au dessinateur. Et puis, ça a été des allers-retours avec des premiers brouillons déjà pour définir un petit peu les personnages. Et après, j'ai fait un plan vraiment très détaillé. Moi, j'ai aucun talent artistique, donc c'était vraiment par écrit, planche par planche, ce que j'imaginais de l'histoire avec déjà des propositions de dialogue. Mais bien sûr, après, le dessinateur aussi est libre de s'emparer de cette histoire. Moi, je donnais les indications et c'était à lui aussi de proposer des choses, des dessins. Moi, c'était ma première bande dessinée aussi, donc c'était plus lui le spécialiste. Et Marie, qui bien sûr supervisait ce travail. Donc, c'était à lui aussi de proposer des choses. Et donc, c'était des allers-retours comme ça pendant environ un an pour donner vie petit à petit à cette bande dessinée. C'est ça qui était aussi très, très beau dans cette histoire. On est parti de l'histoire vraie de cette jeune fille et de voir un dessinateur comme ça aussi qui lui redonne vie. Le web documentaire lui redonnait vie, mais la bande dessinée, c'est encore autre chose. Il y a peut-être plus encore autre chose, ouais. Et ça s'adresse beaucoup. Et c'est extrêmement facile de travailler en classe justement avec la bande dessinée. Et ça permet de pouvoir parler de choses aussi difficiles que, par exemple, ce petit mot qu'on a mis en. Est-ce que tu le vois? Oui. Oui. Est-ce que tu peux nous l'expliquer, en fait? Alors, la bande dessinée, comme le web documentaire, s'appelle Si je reviens un jour, les lettres retrouvées de Ulysse Pikovski.
puisque Oui. le jour de son arrestation, donc elle a été arrêtée en janvier 1944 à son domicile de Boulogne-Billancourt avec ses parents, ses 2 sœurs et son frère. Oui. Les policiers sont venus chez eux et ont laissé 1 heure à la mère et ses enfants pour se préparer avant leur arrestation. Et donc, dans ce laps de temps, ce qui peut paraître complètement dingue, c'est un peu le début de cette histoire, Louise a été déposée, ce petit mot, à sa professeure avec qui elle avait eu cette correspondance, avec qui elle était très attachée, ainsi que d'autres documents sur lesquels elle dit « Nous sommes tous arrêtés, je vous laisse les livres qui ne sont pas à moi et aussi quelques lettres que je voudrais retrouver si je reviens un jour. » Donc, c'est pour ça qu'on a pris ce titre. Moi, je l'ai un peu interprété comme le fait qu'elle savait qu'elle ne reviendrait pas. C'est pour ça qu'elle a déposé ces documents. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a pris ce titre, parce que c'est ce petit mot qui est extrêmement émouvant et c'est le dernier témoignage de cette jeune fille, puisqu'ils seront déportés quelques jours plus tard, le 3 février 1944, pour Auschwitz, où ils seront gazés dès leur arrivée. Oui, d'ailleurs, je vais montrer une planche du camp, quand ils sont partis en train, interprétée par Thibault. Alors ça, c'est avant. Alors j'ai beaucoup de mal en fait. J'avais nommé mes images, mais là, tous les noms ont disparu. C'est terrible. Et si on peut préciser aussi, Marie, à la fin, que bien sûr, en fait, on a conçu la bande dessinée donc avec l'histoire de cette jeune fille, mais on a aussi conçu un dossier pédagogique à la fin, donc pour que la bande dessinée soit utilisée en classe, avec tous les facsimilés des lettres et aussi les documents d'archives qu'on a retrouvés autour de la famille. Donc ça, c'est la gare de Bobigny, avec le départ du train le 3 février 1944. Et donc, il y a à la fois l'aspect histoire et un dossier pédagogique avec les lettres de Louise, parce que je sais que les enseignants utilisent aussi les lettres, que ce soit en classe d'histoire ou même de lettres. En fait, ils partent de là pour raconter l'histoire de cette jeune fille et enseigner la Shoah, ce qui s'est passé en France. Oui, on a reproduit l'intégralité des lettres de Louise. Ce sont les documents de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et évidemment quelques photos et aussi les cartes qui ont montré le trajet parcouru par les Pikowski. Et donc, c'est vrai que là, il y a quand même moyen pour alors je vais dire les troisièmes, c'est au programme du troisième, je crois, de pouvoir faire un vrai exposé, quelque chose de très intéressant et de comprendre aussi sans violence, même si le récit est dur, mais il n'y a pas de violence explicite, on ne voit pas, on s'arrête avant le camp, de parler de la Shoah. Je voulais te poser aussi la question, pardon, c'est pas ça, de cette plaque qui a été apposée, voilà, donc ça c'est un petit peu la fin de l'histoire au lycée. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, ce qui est intéressant aussi pour les enseignants, Ouais. c'est une histoire qui se passe en milieu scolaire et qui raconte ce qui se passait dans un établissement sous l'occupation. Ouais. Et on s'est rendu compte en faisant cette enquête que le lycée La Fontaine était l'un des derniers lycées à Paris où il n'y avait pas de plaque en hommage aux élèves déportés. Donc c'était un lycée de jeunes filles et il n'y avait aucune plaque qui mentionnait les élèves qui avaient malheureusement été déportés, qui avaient péri en déportation. Et donc, après avoir retracé le parcours de Louise, dans un deuxième temps, on a essayé de retrouver l'identité des autres jeunes filles du lycée qui ont été déportées, puisqu'il y en avait d'autres. Et donc, il y avait la sœur de Louise, Lucie, ainsi que d'autres élèves. Et après la sortie du web documentaire, on a eu la chance de pouvoir organiser l'inauguration d'une plaque avec le nom de ces jeunes filles. Et donc, c'est vraiment un travail concret. C'est pas seulement raconter l'histoire de cette jeune fille, mais maintenant, aujourd'hui, il y a une plaque où les élèves actuels du lycée passent tous les jours devant. Donc, c'est vraiment inscrit maintenant dans l'histoire de ce lycée. Et d'avoir aussi redonné vie quelque part aux camarades de Louise qui ont aussi été déportés. Ça ne nous a pas mené que sur ces traces, mais aussi sur les traces des autres jeunes filles du lycée La Fontaine. Ouais. Et du coup, ça me fait penser aussi que vient juste d'être inaugurée une place qui porte son nom à Courbevoie. Donc, tu peux peut-être, je pense qu'on aura l'occasion d'y aller, mais là, on est tous confinés, donc on l'a juste lu dans les journaux. Mais c'est à la Défense. Et pourquoi Courbevoie ? Parce que la famille, en fait, plusieurs membres de la famille, dont une grand-mère de Louise, sont enterrés au cimetière de Courbevoie, où le père de Louise avait travaillé aussi avant la guerre. Donc, une partie de la famille avait habité dans ce coin-là de l'ouest de Paris. Et donc, il y a cette place. Donc, c'est le conseil municipal de Courbevoie qui a décidé de donner le nom de Louise à une place. Et on espère aussi l'année prochaine qu'une plaque sera inaugurée à Boulogne-Billancourt, au domicile de la famille Pikowski aussi, pour marquer que cette famille habitait à Boulogne-Billancourt, près de la place Marcel Samba.
et que c'est à leur domicile qu'ils ont été arrêtés. Donc, ce sera aussi un moment très émouvant. C'est pour marquer dans l'espace public aussi que tel ou tel épisode de notre histoire se sont déroulés. Donc, c'est important d'avoir ces marqueurs sur les murs, sur des noms de rues. Il y a aussi les pavés de la mémoire qui se développent en France. Mais voilà, que le simple fait que des gens s'arrêtent et regardent et lisent et se disent, c'est ce qui s'est passé là, il n'y a pas si longtemps. Voilà, et c'est un peu un rappel. On parlait de la liberté d'expression, mais c'est aussi un rappel que la lutte contre l'antisémitisme est aussi une cause d'actualité. Donc là, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, mais la lutte contre l'antisémitisme existe toujours. Et aujourd'hui, la lutte contre l'antisémitisme est essentielle, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup d'actes qui continuent de se produire, qui sont assez intolérables. Et donc, je pense que cet album de BD peut apporter sa petite pierre à l'édifice aussi. Oui, parce que c'est lutter aussi contre des préjugés qui sont encore tenaces sur la communauté juive. Oui, tout à fait. C'est important de rappeler ce qui s'est passé à cette époque, parce que moi, je m'en rends compte sur les réseaux sociaux ou quand j'ai sorti le web documentaire, qu'il y en a encore des… Malheureusement, ça peut paraître dingue, mais des négationnistes qui envoient des messages pour dire que c'est pas vrai ce que vous racontez. Donc, malheureusement, ça existe. Donc, c'est toujours très, très important de lutter contre ça. Et surtout que c'est pas quelque chose de très ancien non plus. Hein. Les gens qui sont dans le web documentaire ou qui ont témoigné pour écrire la bande dessinée sont pour la plupart encore en vie. Donc, c'est les camarades de Louise, des cousins, des cousines. Donc, c'est pas complètement du passé. Je vais quand même montrer la photo de Louise, parce que j'ai perdu. Et puis, les lettres qui sont en fin d'album. Voilà, c'est vraiment très, très long. C'est très lisible également, et c'est très littéraire. Elle est assez brillante comme jeune fille. Les lettres qui sont physiquement au mémorial de la Shoah aujourd'hui. Donc, le lycée a fait don des lettres au mémorial de la Shoah. Donc, elles se trouvent au centre de documentation du mémorial de la Shoah. Donc, en fait, dès qu'on est déconfiné, c'est vraiment une recommandation à faire. Si vous avez envie de creuser l'histoire de Louise, il y a vraiment plein de choses. Et à la fin de la bande dessinée, on peut dire aussi qu'on a remis un QR code pour pouvoir accéder directement au web documentaire que tu as réalisé et qui est tout à fait en libre visionnage sur la chaîne de France 24. Oui, je crois. Oui, c'est ça. Et en plusieurs langues, en français, en anglais, en arabe, en allemand et en roumain. Très bien. On espère que la bande dessinée aura le même destin. Oui. Est-ce que, je voulais dire, en fait, là, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Non, je ne sais pas s'il y a des questions pour moi. En fait, je ne vois pas arriver les questions, moi, donc… parce que là, je vois dans Converser, je ne sais pas, donc j'invite les participants à nous envoyer des questions. Si vous pouvez nous envoyer des questions. Il doit nous rester 10 minutes pour les questions. Là, les gens sont timides. Non, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de question qui apparaît. Et moi, je voulais poser une question à Remedia, mais on peut se poser des questions. Absolument, vas-y. Parce que je vois que dans ton travail, tu es très inspiré par l'actualité. Est-ce que là, tu as déjà un autre projet à partir d'une histoire qui se déroule actuellement? Je vois sur les réseaux sociaux, tu as publié sur Samuel Paty ou sur la récente agression du producteur de musique. Est-ce que dans tes prochains travaux, ça va être aussi inspiré d'histoires vraies comme ça? Disons que j'ai toujours, travaillé de près ou de loin sur des inspirations actuelles. Donc, je traite souvent de sujets sociaux engagés. Et du coup, il y a toujours une teinte d'actualité. Donc là, effectivement, je suis sur 2 projets qui s'appellent Cas d'école, cas de force majeure, qui traitent d'histoires d'enseignants d'un côté et d'histoires de violences policières de l'autre, qui sont à chaque fois basées sur des faits réels et qui retranscrivent des histoires vraies à chaque fois et qui essaient d'ouvrir sur une réflexion plus globale sur ces sujets-là. Après, j'ai pas mal d'autres projets, mais qui sont encore, à l'état d'ébauche, on va dire, mais souvent avec une référence à l'actualité. Même quand c'est pas directement actuel, il y a toujours une référence de près ou de loin où on sent qu'on peut rattacher ça à quelque chose de très présent, quoi.
Alors, il y a une question de Christelle pour Remedium qui demande pourquoi avoir basé l'histoire de l'arbre à palabre en Afrique. Alors, le but, c'était de traiter, parce qu'en fait, je me rends compte d'ailleurs que je n'ai pas tout à fait répondu à ta question, Marie, tout à l'heure. Tu me demandais par rapport à l'écriture et au temps d'écriture. À chaque fois, quand je fais un projet, c'est une espèce de lente maïeutique qui se met en place. Ça se fait tout doucement. Et ensuite, l'écriture en elle-même est très rapide, mais il y a une phase où les éléments se mettent en place dans ma tête qui est très longue. Et en fait, au-delà de la thématique de la liberté d'expression, j'avais à cœur de parler de la thématique de l'arbre à palabre en Afrique, de sa place, du rôle social que cet objet, que ce végétal peut jouer dans certains villages encore aujourd'hui en Afrique, que ce soit au Mali, au Burkina Faso. Et j'avais lu pas mal de témoignages super intéressants là-dessus. Ça permettait aussi en filigrane d'évoquer le terrorisme d'une manière un peu extérieure, avec tout ce qui se passe justement au Mali, avec des situations terribles. On a pu voir également au Nigeria, encore il y a quelques jours, un terrible attentat qui a fait une centaine de morts chez des agriculteurs. Donc ça permet comme ça de montrer une espèce d'universalité de ces thématiques-là et d'ouvrir le regard des enfants sur d'autres choses que sur leur actualité proche. Alors, on a une question de Michaeline, donc, qui est pour moi. Combien de temps avez-vous mis pour votre enquête sur Louise ? Alors, ça a été relativement vite, parce que j'avais fait une précédente enquête sur mon grand-oncle résistant qui avait mis 5 ans. Là, pour Louise, j'ai mis 6 mois environ, en plus de mon travail à France 24. Bon, déjà, il y avait déjà une base avec les lettres. Donc ça, c'était déjà, on avait déjà un matériel pour commencer ces recherches. Et puis finalement, en fait, on a eu extrêmement, enfin, je sais pas comment expliquer, mais il y a des enquêtes pour lesquelles ça marche et on tire le fil et ça vient. Et là, on a retrouvé en quelques jours des membres de la famille de Louise. Par le plus grand des hasards, j'ai pu retrouver sa voisine de classe. Enfin, tout s'est bien déroulé. Donc finalement, ça a été relativement vite, 6 mois finalement. Ça va, on a eu l'aide des Archives nationales, du mémorial de la Shoah, donc on a été vraiment assez chanceux de ce côté-là. Alors, je pense que c'est une question pour Remedium de Christelle qui demande « Les enfants pourront-ils identifier le thème du livre avec les problématiques qu'on retrouve en France ?» Alors, pour l'avoir testé, c'est la chance que j'ai, c'est que je peux le tester en direct, étant moi-même enseignant. Ça a plutôt bien fonctionné. Ouais. On l'a testé dans pas mal de classes et les élèves, suite au débat qu'il y a eu autour de la mort de Samuel Paty, donc le livre a été utilisé dans cette situation-là, sans nécessairement parler de Samuel Paty directement au départ, mais les enfants ont rapidement fait le lien, ont fait une espèce de pont comme ça entre cette symbolique de l'arbre qu'on va couper pour empêcher les villageois de parler et cette symbolique de s'en prendre à un prof, de s'en prendre à des dessinateurs, si on remonte plus loin dans le temps. Et d'eux-mêmes, ils ont eu cette réflexion et cette démarche-là qui a été vraiment très intéressante à mener en classe. Alors, on a une autre question de Anne qui me demande, en tant que journaliste, qu'avez-vous pensé de cette expérience de passer du réel à la fiction ? Au début, ça a été assez difficile parce que je pense que mon cerveau est vraiment formaté. J'ai une formation de journaliste, donc je m'en tiens vraiment aux faits. Donc, ça a été un peu difficile de débrancher mon cerveau, mais au final, j'y ai pris vraiment beaucoup de plaisir parce que ça offre quand même plus de liberté, d'écrire un livre et notamment une bande dessinée. Et donc, c'était vraiment très ludique. Et puis, le fait de travailler en équipe, même si je travaille au sein d'une rédaction à France 24, mais quand j'écris mes articles, c'est souvent de manière assez solitaire. Donc là, de travailler avec Marie, avec Thibaut, de faire un travail tous ensemble et que chacun y apporte sa patte, j'ai trouvé ça aussi très beau et très sympa et d'être un peu moins seul dans son coin à faire ce travail. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup plu et donné envie de réitérer l'expérience. Donc, on verra pour plus tard. Oui, donc en fait, éventuellement, là, c'est moi qui vais te poser une question. Tu as une prochaine idée de bande dessinée ?
Là, pour l'instant, je suis plutôt partie sur un autre livre, une autre enquête sur la résistance en Bretagne. Mais oui, j'ai peut-être une idée pour une autre histoire aussi là, d'une jeune fille pendant la guerre. Donc, je suis en train de réfléchir. Je pense que ça pourrait peut-être aussi être adapté. Enfin, j'aime bien l'idée, voilà, moi, de partir d'une histoire vraie. Je suis pas encore prête à faire une fiction totale. J'aime bien partir de l'histoire parce que je pense que souvent la réalité dépasse la fiction, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller inventer. Enfin, on l'a bien vu avec ce qui s'est passé cette année en 2020. Vraiment, la réalité dépassait complètement la fiction. Et puis, ça permet aussi, voilà, de rendre hommage à des gens qui ont existé par ce biais-là et de les faire revivre quelque part. Donc, j'aime autant, voilà, partir de faits réels. Moi, je voulais remercier Laurence du CNL qui nous dit « Pas de questions, mais vraiment intéressant, merci ». C'est gentil. Il y a Sabine aussi qui nous dit « Pas de questions, mais je découvre et je vous félicite. Je vais aller regarder le docu. » Merci beaucoup, Sabine. Voilà. Et quelqu'un qui nous dit « Sujet très intéressant ». Mais oui, ce sont des sujets passionnants. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à travailler, en tout cas chez Les Rondes dans l'eau, avec Remedium et avec Stéphanie et Thibaut, qui n'est pas là, mais on le représente. Et pour faire ces 2 albums qui, en fait, vont s'adresser aux jeunes. Et même si ce sont des sujets différents, je pense qu'ils se rejoignent complètement. Ça peut être une idée de cadeau, même si... Et un petit mot, Marie, peut-être, parce que j'entendais tout à l'heure Stéphanie qui disait que le livre pouvait être utilisé pour une classe de CM2. Moi, je confirme tout à fait. Hein. Je pense que la bande dessinée, aussi bien avec l'écriture ou avec le dessin de Thibaut, qui est tout en douceur et qui a une espèce... Il a un talent fou pour ça, pour s'adresser vraiment à tout le monde. C'est tout à fait utilisable en CM2 pour des thématiques autour de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Et moi, je compte l'utiliser, par exemple, en fin d'année. Donc, oui, c'est un outil très riche et qui vraiment peut être utilisé à tout âge, hein, j'ai envie de dire, à partir du cycle 3, du CM1, CM2. Je pense que ça peut être, avec un étayage, être tout à fait utilisé. Hein. Est-ce que tu sens, toi, Remedium, que les enseignants sont vraiment en demande d'outils comme ça, notamment sur des questions d'actualité? Tu parlais de Samuel Paty pour pouvoir donner des outils aux enfants pour comprendre ce qui se passe dans le monde actuel? Ah oui, tout à fait, ouais. Bien sûr, parce que c'est toujours difficile de trouver des documents sur lesquels s'appuyer et surtout dans le monde dans lequel on vit, où on croule quelque part sous les informations, mais où le tri est très difficile à faire et où on a parfois du mal à revenir à des choses simples, à des choses de l'âge des élèves. Et c'est pour ça que ta bande dessinée est très importante d'ailleurs. C'est que voilà, d'un seul coup, on revient sur quelque chose de très parlant pour les enfants, qui les replace tout de suite dans une espèce de réalité qui n'est pas glauque, qui est vraiment une espèce de réalité où on comprend que ces choses-là peuvent arriver, elles sont arrivées, elles peuvent également se reproduire si on n'est pas vigilant. Et voilà, ces outils-là, ils sont très importants. Moi, si je crée aussi, c'est pour ça, c'est que quand je fais un ouvrage pour enfants, il y a toujours cette idée de combler un manque que moi j'ai en classe aussi. Hein. Il y a une espèce de dialogue que je me fais à moi-même. Donc oui, il faut surtout pas lâcher, il faut en faire d'autres. Et il y a beaucoup d'enseignants comme toi qui sont auteurs aussi? Oh, je peux pas te dire, mais il doit y en avoir quelques-uns, ouais. Hein. Ça doit se faire. Hein. Je pense que quand on est sur le terrain, forcément, on a une espèce déjà d'intérêt pour ces questions-là, et puis on a envie justement d'évoquer certains sujets avec les élèves. Moi, je sais que mon tout premier livre pour enfants était né d'un désir de parler avec les enfants des enfants sans papier. Parce qu'on avait eu le cas sur une école où il y avait une mobilisation autour d'un enfant sans papier, et puis les enfants de sa classe ne comprenaient pas bien ce qui se passait, ils avaient tout un tas de questions autour de ça. Et donc, mon premier livre, j'avais écrit en réaction à cet événement-là, et du coup, ça avait une résonance et une portée vraiment super, quoi. Donc, en fait, tu fais tes propres outils. Dans l'éducation nationale, il faut se débrouiller en général.
On avait cru comprendre. Eh bien, écoute, alors je pense qu'on a fait le tour de la question. Est-ce qu'on a des nouvelles questions? Non. Je ne crois pas. Voilà. Anne qui nous dit bravo à tous pour tous vos travaux. Est-ce que, juste Marie, une dernière Ah. question pour toi. C'est quand même aussi une des forces des Ronds dans l'eau. Vous partez aussi souvent d'histoires vraies, en fait, pour raconter des histoires. Oui, c'est important. C'est quelque chose qui est important. C'est de pouvoir. Alors, bien sûr, on peut inventer des histoires, mais c'est toujours très intéressant de pouvoir dire qu'on est, entre guillemets, légitime quand on parle d'un sujet de société. Parce qu'on a un témoin qui nous raconte une histoire ou parce qu'on l'a vécu nous-mêmes. Et donc, on peut se autoriser. C'est toujours délicat de parler à la place des autres. Donc, voilà, c'est un peu l'idée. Et puis, ça permet de creuser parce que l'expérience est très bonne conseillère, on va dire. Donc, voilà, c'est surtout la raison principale. Et on a perdu Remedium. Et non, le voilà. Non, tu n'as pas perdu. Donc, écoute, il est 17h28. Je pense qu'on est exactement à l'heure, mais je n'ai pas entendu la sonnette. Vous avez entendu? Non, on n'a pas entendu la sonnette. Rien du tout. On peut rester là, il n'y a pas de souci. Oui, donc, non, mais c'est très intéressant de toute façon ces questions. C'est vrai que quand on travaille aussi, alors là, c'est encore autre chose sur les violences faites aux femmes en bande dessinée, par exemple. On est parti de faits réels et on en est arrivé à faire des bandes dessinées qu'on va appeler des fictions, mais on part de témoignages réels et ça nous permet de nous adresser à tous, et y compris aux plus jeunes. Donc, même si c'est pas simple comme sujet. Et voilà, donc c'est quand même plus intéressant. Et le devoir de mémoire, on travaille beaucoup sur ces questions, mais on préfère partir sur des faits réels et sur des choses ayant existé plutôt que de se risquer à faire des erreurs. Disons qu'on n'est pas assez. Et puis la force du témoignage aussi, c'est d'offrir à certains une voix qu'ils n'auraient pas nécessairement ailleurs. Je pense que c'est vraiment super important. Donc que ce soit pour faire revivre l'histoire de Louise ou dans le cas d'autres projets plus récents ou toi avec le projet sur les droits des femmes. Je pense que voilà, il y a l'idée que les témoignages apportent quelque chose à la personne qui témoigne aussi, et ça, c'est déjà un grand pas. Oui, c'est un grand pas. Donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, c'est vraiment un grand pas. Et en tout cas, nous, on est vraiment heureux et tant qu'on peut le faire, on continue. Voilà, donc on est ouvert à tous les prochains projets qui peuvent parler comme ça de choses humanistes à la base. Et c'est aussi pour cette raison, d'ailleurs, L'Arbre à Palabre, qui est avec Amnesty International, je signale que c'est le 10e album que nous publions avec Amnesty International. Voilà, pour l'année. Et juste peut-être un mot, Marie, sur les prochaines publications. Ah bah c'était la question de Michaeline. Quel est votre prochain projet de publication? Alors, le prochain, je ne sais pas si c'est pour la maison d'édition que ça se pose, mais si c'est pour la maison d'édition, c'est un album de Robin Walter qui a déjà travaillé avec nous sur la question des camps de concentration. Alors, ce n'est pas notre spécialité, n'imaginez pas, mais voilà, il se trouve que c'est dans le camp de concentration d'Ora où le grand-père de Robin Walter a été déporté et qui en est sorti vivant par chance pour lui. Il y avait des personnages, des nazis, qui ont ensuite été récupérés, dont un certain Van Braun, qui a été récupéré par la NASA et qui a permis d'aller sur la Lune. Donc, il raconte l'histoire de ce personnage qui n'existe, qui est mort depuis, et qui a évité le procès. Et voilà, donc c'est une bande dessinée sur ce sujet-là. Et en jeunesse, on va partir sur la question de la démocratie. Bon, je crois que c'est l'heure. On nous dit un grand merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je vais clore la visioconférence et je vous dis à bientôt et encore un grand merci d'y avoir participé. Merci à tous les participants. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.